Avis à la population. Évacuation immédiate. La station balnéaire du Pilat-sur-Mer, entièrement évacuée. On fait le tour des maisons, on évacue le plus de gens possible. En moins d'une heure, plus de 3000 personnes doivent quitter leur maison et partir au plus vite en voiture. Les gens se sont mis sur la file à contresens et fuient. Et les pompiers remontent par la piste cyclable. C'est impressionnant. Sur toutes les routes, des kilomètres de bouchons. Certains à contresens tentent d'aller chercher des proches. On a des enfants au Pilat. Allez-y. Merci. Vous faites au plus vite. C'est la plus grande évacuation depuis le début des incendies en Gironde. Les policiers sont en train d'évacuer tout ce quartier du Pilat-sur-Mer. Au bout là-bas où il y a le feu, c'est les campings de la dune du Pilat. Et vous pouvez le voir, il y a des milliers de voitures qui sont en train d'aller vers Arcachon. Au bout de la route, les pompiers sont positionnés dans les jardins des maisons, prêts à affronter l'incendie et à protéger ces habitations, appuyés par des canadaires. Les policiers, eux, vérifient chaque maison. Donc on fait du porte-à-porte dans chaque maison et on évacue systématiquement toutes les personnes que l'on pourrait rencontrer sur notre chemin. Le feu est assez proche, effectivement, c'est pour ça que vous verrez les pompiers qui sont ici sur la corniche et qui sont en action d'ores et déjà. Depuis la plage, la dune du Pilat est désormais entourée par la fumée. Et au loin des bruits d'explosion, les bouteilles de gaz des campings de la dune qui sont en feu. Là, les bruits que vous entendez, là, c'est le camping, le panorama, les bouteilles de gaz qui sautent. À quelques kilomètres de là, à la Teste de Bûche, un autre quartier est évacué. Cette femme vient chercher sa fille en urgence. On est là. Il faut bouger de suite. Ah ben là, je prends les affaires de ma fille et c'est tout. Et on va aller dans le centre de la Teste, qui est pour l'instant un peu plus tranquille. Chacun prend quelques affaires et charge sa voiture, parfois sans savoir où aller. Là, juste à côté, à la Teste, mais bon, après, je sais même pas, voyez-vous. On est un peu à la rue, quoi. On va soit aller voir au parc Expo, après je vais essayer d'appeler, voir s'il y a quelqu'un qui va nous loger, voilà. Parce que j'avais des amis sur Cazaux, mais ils ont été aussi évacués, donc du coup, voilà, pas de choix. Ici, 5000 personnes ont été évacuées par précaution, sans date de retour. Et on va rester dans ce secteur justement de la Teste de Bûche, mais du côté des pompiers maintenant. Comment ont-ils fait face à l'évolution du feu ? Ils se sont relayés toute la journée pour tenir dans des conditions toujours aussi difficiles. L'une de nos équipes a pu suivre certains d'entre eux au plus près des flammes, vraiment au cœur du brasier. Regardez leur reportage impressionnant. Il est signé Florian Litzler et Pauline Lormand. Sylvain, c'est en train de repartir à fond à l'entrée de la saline. Il va y avoir besoin d'unité complète là. L'urgence est partout. Mais les pompiers ont un objectif et c'est vers lui qu'il faut foncer. On est en train de se faire encercler par le feu là. On voit plus rien. Au cœur de la forêt de la Teste, une dizaine de pompiers de Paris doivent protéger ce restaurant. Il y a urgence. Le feu arrive. Dans leur camion, les pompiers lui foncent dessus. Oh, c'est parti. La végétation est très dense. Ça dit quoi devant? Progresse. Vas-y, progresse sur la droite. Vas-y. Parfois, ils n'ont pas le choix. Ils doivent descendre. Pour aller affronter les flammes quasiment au corps à corps. À pied. Le camion il peut pas rentrer dedans là, et puis après on va prendre trop de risques. Pourquoi il peut pas rentrer dedans le camion ? Parce que si on rentre dedans et qu'on se fait enfermer là-dedans, c'est pas bon. Et rester coincé ici, c'est le pire qui pourrait arriver. Ici, chaque pouce de terrain peut s'enflammer. Ah, c'est tellement sec, c'est barreau. Les camions veillent donc les uns sur les autres. Allez pas vous enfermer trop loin, les gars. Et restent toujours ensemble. Pour la sécurité, on reste toujours au moins par deux. Parti. Un travail d'équipe qui n'en finit jamais. Les journées sont éreintantes. La chaleur accablante. Et pourtant, à chaque fois, ils repartent. À chaque retour à la base, la journée terminée, c'est la même scène. Une autre équipe part presque immédiatement combattre les flammes. Comment ça très long là? Ouais. T'as réussi là? Non, je sais pas. Juste le temps de nettoyer et réparer les véhicules. Parfois, très en demande, des réparations indispensables,
que les pompiers font eux-mêmes. Oh la vache, t'as bouffé du sable, hein. On a un petit peu de maintenance à faire. Alors on fait de notre mieux avec les moyens du bord et nos connaissances surtout. Mais on fait au mieux parce que de toute manière, tout le monde est sollicité de partout. On essaie de faire le maximum en interne. Jour et nuit, ils travaillent, que ce soit face au feu ou ici, dormant au mieux une poignée d'heures. Fatigués mais toujours motivés, ces pompiers de Paris nous l'assurent, ils combattront ce feu jusqu'au bout. Ouais, scène impressionnante qui montre évidemment le courage et l'abnégation des pompiers. Ce qui rend leur combat si difficile, ce sont bien sûr les conditions météo avec des vents qui changent de direction sans arrêt et des températures records autour de 40 degrés aujourd'hui dans la région, à La Teste comme à Landiras. Sur l'autre foyer girondin, les habitants sont mobilisés là-bas aux côtés des pompiers avec les moyens du bord, comme on le voit avec François-Xavier Ménage et Guillaume Vuitton. Les flammes sont si intenses que les pompiers n'y voient rien à quelques kilomètres d'eux, alors que les vents contraires déjouent tous les pronostics concernant le parcours du feu. Là, il va passer derrière le chef. Il est déjà là, il est au bord. Des pointes sont enregistrées à plus de 45 km/h, ce qui renforce encore l'incendie. Il faut absolument le moucher, comme on dit dans notre jargon, c'est l'arrêter, en sachant qu'il y a déjà des sautes qui sont de l'autre côté à 500 mètres. La surface déjà ravagée fait 14 km de long, 9 km de large et une multitude de départs de flammes dans des zones difficiles d'accès. Avec, pour ne rien arranger, des pointes côté thermomètre à 42 degrés. On va s'occuper de garder ce flanc est toute la journée, toute la nuit, jusqu'à demain, jusqu'à 10 jours s'il faut, pour surtout protéger notre massif. Dans le ciel, les largages sont rendus difficiles en raison des fumées épaisses, des fumées qui envahissent des secteurs entiers. Au moindre coup de vent, certains foyers peuvent reprendre. Impossible pour les pompiers de quadriller l'intégralité de la zone, trop vaste. Autre mobilisation, celle des agriculteurs de toute la région qui apportent leurs propres véhicules pour faire barrage aux incendies. Quand on arrose, on trempe entièrement la bordure pour éviter que le feu continue à progresser, quoi. Alors ce soir, comme hier soir, je vais très certainement dormir à côté de mon tracteur. Étant donné que j'arrive du Lot-et-Garonne, à 80 km, donc je ne peux pas me permettre de rentrer tous les soirs ou toutes les nuits chez moi et de revenir le lendemain matin, quoi. Chaque jour, la solidarité se renforce, chacun apportant ses propres moyens d'action. Il y a cette belle solidarité et il y a aussi enfin une première lueur d'espoir. Les vents pourraient ce soir changer et venir de l'océan par l'ouest, ce qui apporterait un peu d'humidité. Et puis les pompiers sont aussi entrés dans une nouvelle phase de leur plan de bataille. La création de zones coupe-feu de grande ampleur, une stratégie que nous explique Olivier Santiqui avec les images de Manon Debu et Guillaume Aguerre. Face au secours, deux feux distincts, Landiras et la Teste de Bûche, encore indomptables. En venir à bout prendra du temps. D'ici là, une priorité très claire pour le commandant des opérations, empêcher l'extension à ce qu'il a appelé un océan vert, la forêt des Landes, plus d'1 million d'hectares. D'abord, en cloisonnant. Exemple, avec l'élargissement du pare-feu de Péroutas, une bande sans végétation portée à 5 km de long et 40 mètres de large, pour couper la progression des flammes vers le sud. Ces corridors sont ouverts notamment par les militaires de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. On va enlever la végétation de façon à ce que la propagation ne aille pas sur la droite et surtout qu'il saute la route. C'est à double utilité. Ce qui va se passer, c'est que ça va créer un coupe-feu et on va créer une piste pour pouvoir accéder avec les camions pour qu'ils puissent accéder dans la végétation. Nous avons pu les accompagner dans leurs travaux en exclusivité, au plus près des foyers. La spécialité de ces hommes sollicités en cas de crise majeure et contraints cette fois à l'abattage de nombreux arbres, y compris ceux déjà brûlés, qu'on croirait à tort inoffensifs. Le feu, vous voyez, ça fait des projectiles là, dès qu'il prend de l'eau et c'est là que l'arbre peut éclater. Et là, du coup, ça peut projeter ailleurs. Je vais vous demander de reculer là. L'autre technique, déployée dès le deuxième jour de l'incendie, les feux tactiques ou contre-feux. Une approche audacieuse, maîtrisée par seulement 150 pompiers en France. Le contre-feu, lui, c'est une étude très précise du sens du vent, de l'orientation du sinistre pour pouvoir déclencher de manière volontaire par les sapeurs-pompiers spécialisés un feu qui va venir progresser contre la ligne de front du feu actuel. On va essayer de lui enlever à manger. Privé de végétation, donc de combustible, le feu s'affaiblit et devient un adversaire à la portée des pompiers, au sol
et dans les airs avec l'emploi massif de produits retardants. Dernière source d'optimisme, la météorologie. Les prévisions annoncent dans les prochaines heures une baisse des températures, un vent d'ouest, plus humide, et peut-être de la pluie demain. Ouais, on voit que les pompiers passent aux grandes manœuvres sur tous les plans possibles et on va le comprendre encore mieux en regardant cette image satellite. Regardez l'ampleur des destructions ici en noir, 14 000 hectares partis en fumée. On se rend aussi bien compte des dégâts en regardant depuis la mer ou bien depuis la plage, avec ici cette image de la dune du Pilat. C'est ce qu'ont fait Julien Crescent, Florence de Gevigny et Lucas Lassalle. La fumée semble jaillir du cratère d'un volcan. Nous sommes pourtant bien au-dessus de la dune du Pilat. Le feu progresse de minute en minute dans sa direction. Dévore hectare après hectare la forêt qui l'entoure. Ces images filmées depuis une plage permettent de mesurer l'épaisseur du panache qui se dégage. Déjà ce midi, ces pêcheurs assistaient à la propagation des flammes. Le voir se bouffer comme ça, se consumer par le feu, ouais, c'est un peu triste, quoi. C'est triste pour tout le monde, pas pour moi, pour tout le monde. C'est la France, un petit morceau de la France et son patrimoine qui disparaît. Les plages aux alentours ont été évacuées. Quant à celles restées ouvertes, l'inquiétude grandit. Ça inquiète un petit peu, ouais. On se demande où ça va s'arrêter, ou vivement qu'il pleuve et qu'il y ait des orages peut-être la semaine prochaine. Tous se disent attristés par le spectacle auquel ils assistent. C'est un décor lunaire, ce qui est triste. C'est triste parce que on ne sait pas dans quel état la forêt va être. Dans quel état on va retrouver la forêt, je dirais. Dans quelques minutes, tout va disparaître. Voilà. L'ampleur des dégâts, c'est catastrophique, quoi. Ici, beaucoup s'inquiètent pour la dune du Pilat. Cette forêt est indispensable. C'est elle qui la maintient et la protège. Et justement, restons dans cette zone du Pilat. On vient de voir les images de la Teste et de la Dune. Eh bien, il y a quelques instants, la préfète de Gironde a annoncé que les 5 campings du Pilat ont été pratiquement détruits en totalité, à 90% en tout cas. On retrouve Florence de Gevigny sur place, en duplex, pour plus de détails sur ces destructions. Oui, ça a été une journée extrêmement compliquée pour les pompiers. Pendant des heures, ils se sont battus dans cette forêt à quelques kilomètres d'ici pour sauver des campings. Et notamment en s'occupant des bonbonnes de gaz qui avaient été laissées là. Parce qu'avec la chaleur, il fait 42 degrés cet après-midi. Ces bonbonnes se transforment en explosifs. Alors il a fallu les immerger pour essayer de les refroidir dans des piscines. Mais dans certains cas, ça n'a pas suffi. Ici, 5 campings ont été détruits à 90%. On a réussi à joindre l'un des propriétaires de ces campings qui avait été évacué la semaine dernière. Forcément, il est dévasté et déjà, il n'a qu'une seule hâte, c'est de retourner sur les lieux pour essayer de voir ce qui a pu être sauvé et ce qui a été détruit par les flammes. Merci beaucoup Florence. Face à cette situation, de nombreux vacanciers sont rentrés chez eux et d'autres qui avaient prévu de venir passer leurs vacances dans la région ont finalement annulé. Les hôteliers et les restaurateurs ont déjà commencé à le constater. Ils l'ont dit à Victoria David et Christophe Brousseau. La plage d'Arcachon, plongée dans une épaisse fumée. Cet après-midi, les quelques vacanciers présents sur le sable commençaient à s'inquiéter. Sentir déjà l'odeur, voir que le soleil est caché par la fumée, c'est surprenant, quoi. On n'est pas habitué. On s'est demandé si on n'allait pas effectivement bouger, aller plus loin. On avance par demi-journée, on va dire. Certains ont sans doute déjà renoncé à leur séjour. La station balnéaire semble presque déserte depuis ce matin. Dans cet hôtel, les annulations s'enchaînent. Ça, c'est les annulations sur la prochaine semaine. On est à plus de 20 annulations sur cette semaine. Soit 10% des réservations de la semaine. La gérante espère limiter les pertes, car il faut continuer de payer les 3 saisonniers recrutés pour l'été. Et ça fait déjà quelques mois qu'on était bien complet. C'est un petit peu compliqué sur la pleine saison de pouvoir gérer tout ça de dernière minute. Même angoisse à la terrasse de ce restaurant. Moins 40% de fréquentation ce midi. Ce restaurateur doit gérer une trentaine de saisonniers. Ça tombe mal, 2 ans de Covid. Aujourd'hui, on repartait sur une saison normale. Il y a ces incendies-là qui affectent la région. Évidemment que ça ne me réjouit pas et il ne faut pas que ça dure. Les incendies affectent aussi d'autres professionnels du tourisme.
La plupart des balades en bateau ont été suspendues à cause de la fumée. Dans cette école de voile, les stages de l'après-midi ont été annulés. Conséquence, 2 000 € de perdus. On a quasiment 150 stagiaires jour. On a constaté qu'ils avaient quelques maux de gorge, etc. Et ça ne nous paraissait pas raisonnable de poursuivre cet après-midi. Tous attendent désormais la fin de ces incendies en espérant réussir à sauver la saison touristique. Et on a vu tout à l'heure les évacuations à la Teste de Buch. Il y en a aussi autour de Landiras. Encore aujourd'hui, près de 3500 personnes ont dû partir, laissant derrière elles des villages fantômes. On n'y croise plus guère que des pompiers ou bien quelques élus qui surveillent les maisons. L'une de nos équipes a pu aller au Tuzan, près de Landiras, justement. L'ambiance est très étrange. On retrouve dans la rue Léa Merlier, filmé par Cléa Joanneau. Cela fait 2 jours que les rues de la commune sont complètement désertes. Les volets, les portails sont fermés. Les 290 habitants ont dû évacuer à cause des fumées toxiques. Mais je vais vous emmener rencontrer l'une des rares personnes qui a pu rester ici. Madame le maire, maintenant que le village est vide, quelle est votre mission? À quoi ressemblent vos journées? Nous sommes là simplement pour sécuriser le village et sécuriser les habitants en leur répondant au téléphone et aller nourrir les petits animaux dans leur maison, donc où ils m'ont laissé les clés, et donc je vais apporter un petit peu de nourriture aux animaux. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, les habitants n'attendent qu'une chose, un coup de fil qui leur annoncera qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux.